Et c'est l'heure de notre invité politique. Bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, députée européenne, vice-présidente du MoDem. On va parler de beaucoup de sujets avec vous, notamment de la situation nationale bien sûr, mais aussi internationale avec l'Ukraine, un pays que vous connaissez très bien. D'abord une question sur Emmanuel Macron, c'est lui qui a fait l'actualité toute la semaine dernière. Vous lui donneriez la carte du MoDem au ministre de l'économie ? Bon, je ne crois pas que les questions soient des questions de carte politique. À la pas vérité, sa carte PS. Bon, écoutez, il a le droit de ne pas avoir de carte. D'ailleurs, il y a des millions de Français qui n'ont pas de carte. Moi, je suis militante, j'aime les militants politiques. Mais la politique, ça ne peut pas se résumer au parti. Et c'est bien comme ça. Est-ce que sa loi va dans le bon sens ? La réponse est oui. Mais à quoi on a assisté, au fond, bon, c'est pas non plus très satisfaisant. C'est-à-dire, ça fait pas les grandes réformes dont la France a vitalement besoin depuis maintenant des décennies. Mais ça va dans le bon sens. Vous l'auriez voté ? Oui, moi je l'aurais voté. Mais en face de ça, au fond, on a des jeux de posture. C'est-à-dire qu'on a une partie de la gauche qui dit c'est une loi de droite, donc on la vote pas. Et en même temps, on a la droite qui dit ah ben ça vient de la gauche, donc on vote pas. Écoutez, tout ça n'est pas raisonnable, tout ça n'est pas sérieux. À la vérité, si on avait une droite, un centre fort à l'Assemblée nationale, au fond, oui, il aurait dû soutenir cette loi Macron, qui n'est pas absolument géniale, mais qui va simplement dans le bon sens, qui est déjà le début de quelque chose. Vous dites que la réforme, même timide, est impossible en France, que ça ne pourra pas durer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que ça ne pourra pas durer ? C'est une réforme timide. Ça d'accord, vous l'avez dit, Macron. Mais ça ne pourra pas durer. Et donc on a vu qu'il fallait le 49.3, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de majorité. Or, on a besoin vitalement de réformes beaucoup plus profondes dans notre pays. On a besoin, on va reparler de la réforme des retraites, on a besoin de la réforme du Code du travail, on a besoin de redonner confiance aux entreprises, de créer un biotope favorable, au fond, à la création, et notamment à la création de richesses. Bien, on voit bien que, pour le moment, il n'y a pas de majorité pour faire tout ça. Mais quand vous dites que ça ne va pas durer, est-ce que ça veut dire qu'on va dans le mur ? Qu'est-ce qui va se passer ? Soit on va renoncer à faire des réformes, si chacun reste campé dans son coin, dans son parti politique, la droite contre la gauche contre la droite. Et à ce moment-là, on va encore perdre du temps pour notre pays. Et donc, je le regrette. Moi, je veux dire, de toutes mes forces, je veux que mon pays réussisse. Mais pour ça, il faut qu'il fasse des réformes. Est-ce qu'il peut faire des réformes quand, contre quand ? La réponse est non. C'est impossible. La gauche ne peut pas réformer toute seule. D'ailleurs, il n'y a pas d'esprit de réforme suffisant à gauche. Et la droite, même si elle est au pouvoir, ne peut pas réformer toute seule. Mais vous voyez bien que l'UMP ne voudra jamais voter avec les socialistes. Ça veut dire que... Et de toute façon, les socialistes ne sont pas dans un esprit de réforme. Mais il n'y a pas eu de grandes réformes en France. On se raconte des histoires. Il n'y a pas eu de grandes réformes. Ni sous François Hollande, ni sous Nicolas Sarkozy, ni sous Jacques Chirac. Regardons les choses en face. Et il n'y a pas eu de grandes réformes. On a eu des hommes politiques, au fond, qui ont, je trouve, moi, pas très bien géré la France depuis 30 ans. Ne cherchez pas plus loin l'explication de la montée du Front National. Le Front National, il prospère, bien sûr, sur le chômage, bien sûr, sur la crise économique et une forme de désespérance, mais il prospère sur une classe politique qui n'a pas été efficace. Elle n'est pas efficace parce qu'elle est dans deux camps opposés et que ça, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. Mercredi, Manuel Valls a rendez-vous avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce dialogue social qui devrait en principe repartir, en tout cas? Moi, je crois qu'il faut qu'on change de logiciel, au fond, sur le dialogue social. Je crois qu'il faut qu'on décentralise beaucoup plus, qu'on assouplisse. Je ne crois plus aux grandes messes nationales. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on règle les affaires. Les problèmes, on les prend et on les traite dans l'entreprise en faisant confiance au terrain. Il faut changer, il faut passer de la défiance. Ça, c'est le système français, On est en défiance avec tout le monde, donc on met des super contrôles, on veut tout voir. Il faut passer vers la confiance, vers un système de confiance. Je crois qu'il faut avoir une autre approche du dialogue social. Est-ce qu'il faut retoucher aux 35 heures? Est-ce qu'il faut retoucher aux seuils sociaux? Il faut de la flexibilité. Alors on a dit que le gouvernement allait peut-être le faire, mais j'ai lu la petite phrase en disant on va mettre de la souplesse dans les entreprises quand elles seront en train de faire faillite. Ça, c'est très, très intelligent. Peut-être qu'on pourra en mettre avant qu'elles fassent faillite. Vous voyez, ça sont des choses vraiment toutes simples. On voit bien que la France est très, très loin, au fond, des réformes qu'elle doit engager. Pas pour avoir des difficultés, mais pour mieux vivre, pour mieux fonctionner ensuite. On est à un mois des élections départementales. Le Front National est en tête des intentions de vote. C'est le sondage IFOP publié dans le Figaro ce matin. 30% des intentions de vote devant l'UMP et le centre, devant le PS. Le FN ancré au niveau local. Qu'est-ce que le FN a de plus que le MoDem aujourd'hui qui devrait représenter l'alternative?
Même nous, en tous les cas, au centre, nous avons une responsabilité. Quand le centre est fort, le Front National est beaucoup plus bas. On l'a vu en 2007 avec François Bayrou. C'est pas le cas parce que le centre est dispersé, parce que la moitié des centristes sont allés à l'UMP. Enfin, ça, c'était il y a très longtemps. Donc moi, je préfère pas regarder ce qui était hier. Mais vous avez absolument raison. Mais il faut que le centre décide d'exister. Nous, de toute notre force, c'est ce que nous portons avec François Bayrou. Et je pense que c'est nécessaire pour le pays et donc très très important. Mais c'est vrai que le Front National prospère, je vous l'ai dit, au fond sur une classe politique qui n'a pas su mettre son énergie au service des Français depuis 30 ans, qui donne des promesses à chaque campagne, promesses qui ne sont pas tenues et qui ne sont pas respectées le lendemain. Donc il ne faut pas s'en étonner. Vous parlez de François Bayrou. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes très proche de François Bayrou, de le voir siffler à chaque meeting quasiment de Nicolas Sarkozy? Je pense que Nicolas Sarkozy, franchement, dans ce rôle d'espèce de surveillance générale, tout ça est complètement, mais complètement dépassé. C'est absolument caricatural comme manière de faire de la politique. Qui peut imaginer que ce qui est à faire dans le pays pourra l'être les uns contre les autres? Les partis politiques se comportant comme des sectes. C'est le contraire de l'esprit qu'il faut avoir. Il faut avoir un esprit d'ouverture, un esprit de construction. Moi, je ferai tout pour que la prochaine élection présidentielle elle soit directement utile au pays. Je veux dire, c'est-à-dire qu'elle permette au lendemain de l'élection des rassemblements larges, chacun restant ce qu'il est, mais au service du pays, exactement ce que Schröder avait fait en Allemagne. Un rassemblement large, Bayrou-Juppé par exemple? Oui, à la vérité, si on regarde l'échiquier politique, il faut des rassemblements larges, de la droite républicaine représentée par Juppé, jusque, grosso modo, aux sociaux-démocrates représentés par Valls, et en passant par le centre et par Bayrou. Mais pas Bayrou-Sarkozy. Ça sera mais c'est Sarkozy lui-même qui se met au fond. Voilà. Les Chebabs somaliens menacent la France d'attentats ce matin, notamment dans des centres commerciaux. Qu'est-ce que le Parlement européen, vous qui êtes député européenne, a fait depuis les attentats de Charlie Hebdo, depuis les attentats de l'hypercacher contre les terroristes? Écoutez, on a accéléré évidemment la coordination des renseignements et de l'information, c'est absolument vital. Moi, je pense que notre ministre de l'Intérieur s'est tout à fait bien débrouillé. Il a réuni les ministres de l'Intérieur européens, ils ont décidé d'avancer ensemble, de mettre en place ce fameux PNR européen, c'est-à-dire la coordination des données de tous ceux qui prennent l'avion. Il faut qu'on renforce les instruments qui existent, comme Europol, comme Eurojust, on le voit bien. Et il faut qu'on aille plus loin. Je pense qu'il faut que, par exemple, on ait des contrôles systématiques aux frontières de Schengen. Donc je crois qu'il faut encore aller plus loin que ce qui a été décidé. Vous étiez sur la place Maïdan il y a un an, au moment des rassemblements qui ont fait tomber Viktor Yanukovych. Je me souviens très bien que vous étiez très enthousiaste à l'époque. Un an après, ça vous fait quoi de voir toutes ces images? J'étais enthousiaste parce que, au fond, les Ukrainiens se débarrassaient d'un régime qui était corrompu. N'oubliez pas ça. Les gens sur Maïdan, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient on ne veut plus de la corruption. Et il n'y avait pas la guerre. Alors après, moi, je n'ai jamais pensé que l'Ukraine devait, par exemple, rentrer dans l'Union européenne. Et ça, je crois que c'était une erreur d'appréciation d'un certain nombre d'Européens. Alors on voit bien les pays baltes, la Pologne, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu avec l'Union soviétique et qui, évidemment, se disent qu'une Ukraine dans l'Union européenne, ça l'ancrerait définitivement loin de la Russie. Ça n'est pas la solution. La solution, maintenant, c'est les accords de Minsk II. On voit bien dans quel état ils sont aujourd'hui, mais il faut que Vladimir Poutine arrête de jouer avec le feu, c'est-à-dire de nous faire... Il n'y a que la diplomatie qui peut régler la question, et par derrière, d'avancer pour conquérir des territoires. Il y a un moment où ça ne devra plus fonctionner. Sur nos images, dans nos reportages, on voit des habitants de l'Est du pays, de l'Ukraine, qui crient au scandale, qui parlent d'un assassin, en parlant de Poroshenko, qui les bombarde. Bombardés par leur propre régime. C'est une guerre civile, c'est très difficile. L'Ukraine, elle est placée géographiquement, et stratégiquement et politiquement entre l'Europe et la Russie. Donc la vérité, il faut avancer Europe, Ukraine, Russie. Ça, c'est absolument une évidence. Mais il faut aussi que les dirigeants ukrainiens, et ça on l'a dit depuis le début, concèdent une autonomie, fédéralisent leur système politique, ce qu'ils avaient malheureusement refusé de faire il y a un an. Merci beaucoup. Merci à vous. Sarnez, d'avoir été notre